We Need Roads est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation durable des entreprises. Comment est-ce que vous accompagnez vos clients dans la gestion des risques et le développement de ces projets de transformation ? Alors déjà, comme tous les cabinets de conseil, on essaie de pas se faire appeler un cabinet de conseil. Donc nous, on est plutôt un partenaire opérationnel des grands groupes. C'est important parce que c'est vraiment un constat qu'on a fait il y a 4 ans, c'est que voilà, beaucoup des clients avec qui on travaille, ils ont beaucoup de slides sur leur bureau, mais il y a un moment où il faut faire, il y a un moment où il faut implémenter, et ça, c'est pas dans les slides, et ils ont rarement l'appui qu'il faut. Donc on se place vraiment comme un partenaire opérationnel. On est là tout au long du travail, en fait, pour transformer. On les accompagne dans la construction de la résilience de leur business. On a parlé toute la matinée de risque business, donc je suis très content de ne pas avoir à faire tout le catalogue des risques, mais effectivement, il y a beaucoup de risques qui, de façon très concrète, depuis même, je peux le chiffrer, depuis 18 mois, ont considérablement accéléré sur toutes les chaînes de valeur. Et donc aujourd'hui, on travaille, nous, sur 2 piliers. Alors, on traite la CSRD, les matériaux stratégiques, tout un tas de sujets de transformation, mais on est sur 2 grandes logiques qui sont l'adaptation et ce que nous, on appelle le rewiring, le recablage des business. Donc en fait, pour faire clair, quand un business as usual est arrivé un petit peu au bout de ce qu'il était capable de faire ou qu'il commence à subir des attaques par ses risques, il y a des nécessités d'adaptation. Et puis il y a un moment où les adaptations ne suffisent plus. Il y a des matériaux où à force de faire moins, on en a tout simplement plus. Et donc comment est-ce qu'on recable des parties de la chaîne de valeur? Comment est-ce qu'on recrée des nouveaux produits, des nouveaux récits, pourquoi pas? Comment est-ce qu'on recable aussi des relations consommateurs? Donc on fait ça aussi beaucoup avec des clients. Donc voilà. Et donc aujourd'hui on travaille dans pratiquement tous les secteurs. On est très présent dans la cosmétique, la food, le textile, le retail, le luxe beaucoup. Et puis on est aussi présent dans l'industrie et on travaille dans une 40aine de pays avec une majeure beaucoup en Europe et aux États-Unis. Mais voilà, on travaille aussi, comme on travaille sur les chaînes de valeur de grands groupes, on a aussi des activités en Asie sur certains points, quoi, voilà. Alors justement, si on prend l'exemple du secteur du luxe qui est sujet à de très nombreux risques, que ce soit climatique, géopolitique, on a vu, effectivement, on va pas refaire le catalogue, c'est un sujet absolument central dans l'édition de cette année. Comment est-ce que vous travaillez avec les industriels du secteur? C'est quoi votre vision, les pistes de solutions que vous développez avec eux? Alors déjà, parce qu'on parlait de récits, l'industrie du luxe c'est hyper particulier parce qu'en fait ils ont un postulat de départ qui est qu'ils veulent faire attention. Donc ils ont vraiment une grosse attention à la façon dont c'est fait, d'où ça vient. Donc ils ont déjà une un peu conscience. Il y a juste eu un peu un recablage à faire sur ce que représentait le climat dans tout ça. Ça fait partie de leur récit. Absolument, non, ça fait complètement partie de leur récit. Ça fait partie de leur marque et donc de leur survie parce qu'ils sont très liés à ce que les consommateurs en ressentent. Après le luxe, ils ont par exemple, j'ai un sujet en particulier, on travaille sur les métaux pour plusieurs marques de luxe en ce moment, des grosses maisons internationales, centenaires, qui ont des sujets, par exemple, disons, sur le cuivre. Ils se retrouvent avec des chaînes de valeur de cuivre sur lesquelles le matériau s'amenuise, il y en a de moins en moins, c'est de plus en plus dur d'en avoir, c'est de plus en plus cher, et il y a des conflits ou des risques, des événements climatiques qui mettent en danger un certain nombre d'éléments de ces chaînes de valeur. Et puis maintenant, comme la situation est celle-là sur le matériau, ils se retrouvent en concurrence avec des géants de l'électronique et avec l'automobile. Et donc ils ont des fournisseurs qui leur disent, tu sais quoi, moi le cuivre qui me reste, je vais le donner plutôt à ce gros acteur-là. Et donc ils se retrouvent avec donc à la base des problématiques d'abord de mapping, donc ils ont besoin, donc tout ça on le fait, on les aide à cartographier tous les risques et toutes les fragilités de leur chaîne de valeur sur tel matériau. Ensuite on les aide à concevoir des roadmap très efficace et très rapide avec les quelques 400 experts et scientifiques qu'on opère, plus les 20 ingénieurs qu'on a à Paris. On fait des roadmaps de transformation, d'adaptation. Et puis quand on a essayé d'améliorer au maximum toute la chaîne de valeur, on commence à créer par exemple des gisements circulaires pour récupérer du cuivre, mais avec une vraie réflexion industrielle pour avoir la même qualité mécanique, les mêmes couleurs, etc. Et donc les conversations qu'on a avec nos clients, elles sont beaucoup au niveau technique, industriel, logistique. C'est souvent tous ceux à qui on demande d'appliquer la transformation qui, eux, reçoivent des slides et se disent justement, même si j'ai très envie, je veux bien, mais je peux point. En fait, j'ai toute une autre chaîne de choses à faire. Et les problèmes qu'on a, on parlait de la collecte des data tout à l'heure, c'est pas toujours qu'on sait pas où c'est, ou on sait pas vraiment ce qu'il y a à récolter ou quoi. C'est parfois que, en fait, on est face à un gars dans une usine en Chine qui a pas envie d'envoyer son tableur Excel, ou un type dans une forêt avec un calepin et pareil, il est pas concerné.
et il a 60 clients comme ça et il n'est pas concerné pour l'instant pour le sujet. Quand il le sera, il sera trop tard. Donc nous, on a vraiment ce côté très opérationnel, très terrain. Et alors justement, on a évoqué avec l'intervention de CCEP ce matin la question des coalitions d'acteurs. C'est en fait un peu ce dont tu parles, d'essayer de faire travailler ensemble différentes typologies d'acteurs. C'est quoi le sens de cette démarche pour vous? Ça répond à quelle problématique? Alors pour nous, ça revient beaucoup sur des sujets qu'on pourrait appeler pré-compétitifs. Donc c'est des sujets, nous en ce moment, des coalitions up and running, on en a 3. On en opère de plus en plus. C'est des coalitions dont le principe est toujours un petit peu le même. On identifie un problème qui est finalement un peu trop gros pour notre client, qui est un problème un peu de secteur ou de produits ou de matériaux. Et on se rend compte qu'en fait, même si ce client n'a pas envie de payer l'innovation pour tout le secteur, il en a hyper besoin et d'autres en ont besoin. Mais tout le monde est un peu dans la même situation où personne n'a envie de payer pour tout le secteur. Et donc en fait, on les groupe, mais on ne fait pas que ça. On les groupe aussi avec des fabricants, avec des retailers, avec des pouvoirs publics. Et en fait, ça permet aussi de fabriquer un truc, c'est un chiffre dans l'innovation qui est un peu permanent, c'est que 9 innovations sur 10 finissent au placard au bout d'un an sur le marché, parce que fait en trop petit, trop cher, difficile à implémenter, le retailer n'avait pas envie, etc. Quand on fait les choses en groupe comme ça, on crée des standards. Et donc une fois que ça sort, on a quand même des solutions qui sont beaucoup plus robustes et qui ont un potentiel de réussite sur le marché beaucoup plus important. Donc on travaille vraiment sur la résilience du business. Et donc là, j'ai 2 exemples. On a lancé, là, ça fait déjà quelques temps, la coalition pour la consigne dans la cosmétique, dans laquelle il y a une quinzaine de marques aujourd'hui, plus des retailers et d'autres acteurs, et dont les premiers tests terrain sont en train de commencer en ce moment même. Et donc ça, c'est notre bureau d'innovation qui l'a animé avec un partenaire qui s'appelle Circular, qu'on salue, qui travaille sur toutes les problématiques de circularité et qui crée aussi ses propres coalitions. Et puis, on en a une autre qui est en cours de lancement, donc ceux que ça intéresse, qui est une coalition sur le calcin blanc, de verre blanc. Donc pour les pots de parfum, les pots de Nutella, les bouteilles de spiritueux, c'est toujours un peu ce même problème. Les pare-brises, c'est un verre sans coloration qui est impossible à obtenir après le recyclage en France parce que tout est massifié. Et donc on est en train de créer une coalition pour, avec plusieurs secteurs que je viens de citer, construire un groupe industriel qui est capable d'aller à la fois créer des innovations, créer des comportements, crash tester des comportements logistiques et finir par aboutir à une filière qui est capable de produire ça pour que les industriels ne soient plus condamnés à utiliser que du verre blanc vierge à l'avenir et donc du sable et avec tous les problèmes que ça conduit. Après, c'est un truc un peu... on peut toujours en parler pendant 8 heures, comme à peu près toutes les conversations de ce matin, parce que ça tire tous les fils, mais voilà. Et donc le principe de coalition, c'est vraiment de grouper pour se retrouver en situation de création de standards et de sécuriser l'aboutissement réel de l'innovation. En fait, c'est passé à l'échelle tout de suite. Enfin, en tout cas, plus vite. Oui, alors oui, tout à fait. Plus vite, c'est sûr. Tout de suite, c'est un peu ambitieux, mais pour de vrai. Et en fait, il y a eu un gros comportement dans l'innovation pendant des années, surtout dans les très grands groupes, qui a été de dire je vais faire un pilote. Et puis ce pilote, je vais voir s'il marche. Et puis s'il marche, après, je vais voir comment je m'en sers moi. Et donc déjà, au stade du pilote, il y a énormément de problèmes. C'est jamais implémenté dans la réalité du business à côté. Alors que là, quand on crée un truc où on sait qu'on est déjà 15 marques à pousser pour que ça arrive et que le retailer en face de lui, il a 15 marques qui lui disent tiens, ça, faudrait le faire. C'est complètement différent. Et tout ce temps de négociation, franchement, c'est 90% du temps du changement, quoi. Voilà. Et alors du coup, pour conclure, prochaines étapes, ambition pour élargir encore ce modèle et impliquer encore davantage d'entreprises dans cette transformation? Alors des ambitions, on en a plein. On parle avec l'Europe, on parle avec des structures aussi aux États-Unis sur la duplication de ce principe de coalition et puis aussi de nos activités sur l'innovation. Mais je pense qu'en fait tous les passages à l'échelle, tous les plus qu'on va ajouter à partir de maintenant qui vont faire du x10 sur tout ce qu'on est en train de faire collectivement, ça va être toutes les réflexions sur comment est-ce qu'on implémente l'IA, comment est-ce que les outils vont réussir à passer à l'échelle, à granulariser. Aujourd'hui sur la CSRD par exemple, dont on a beaucoup parlé ce matin, nous on a beaucoup de travaux qui consistent à granulariser le travail qui a déjà été fait par des grands cabinets de conseil, parce que en fait, pour passer à l'action, on a besoin de beaucoup de granularité, de savoir pour de vrai ce qui se passe. Donc voilà, mais je pense que il y a beaucoup de recherches très intéressantes en ce moment sur justement comment est-ce que l'IA va nous permettre d'accélérer en fait le travail granulaire en fait sur la transformation. Merci beaucoup Guillaume. Merci et puis vous pourrez échanger à la sortie avec et pendant plaisir. Le déjeuner qui arrive bientôt, mais pas encore tout de suite. On peut l'applaudir.